Bonjour Madame Astrid Panosyan-Bouvet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes ministre du Travail et de l'Emploi. Peut-être une première réaction, on vient d'entendre votre consoeur à l'éducation qui condamne les violences, les actions violentes des agriculteurs. Quel est votre sentiment sur ce mouvement qui a repris lundi ? Non, ce mouvement traduit une forte inquiétude des agriculteurs et il faut l'entendre, elle est légitime, mais le recours à la violence n'est pas quelque chose de souhaitable. Ça a été dit par ma collègue de l'agriculture comme monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et donc les blocus ne sont pas acceptables. Alors je voudrais revenir à cette annonce inquiétante pour l'emploi à Reims, à Denain. ArcelorMittal envisage la fermeture de 2 sites. Il y a 130 emplois qui sont menacés. Est-ce que déjà vous avez des informations? Est-ce que vous avez été contacté ou vous avez contacté la direction d'Arcelor? Je n'ai pas été contacté à ce stade. J'ai eu des informations préalables sur un certain nombre d'autres plans qui ont été depuis annoncés, mais pas sur celui-ci. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, mais pas verser dans le catastrophisme et le fatalisme non plus. Moi, je veux dire ici quand même ce matin que le rythme des embauches mensuelles qui sont déclarées et suivies par les URSSAF reste soutenu. On reste soutenu. Oui, c'est juste. On est toujours à 786 000 déclarations d'embauche en moyenne par mois sur les 9 derniers mois. C'est moins que l'année dernière, mais ça reste nettement supérieur au niveau pré-Covid. Madame la ministre, la problématique, là, s'agissant des entreprises qu'on évoque, c'est Michelin, obstacles réglementaires, Delpera, marché contesté, partout il y a un problème de compétitivité. Souvent c'est le résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de licenciement sans raison, c'est le résultat d'un problème de compétitivité. On a un coût du travail, et c'est votre sujet, en France, qui reste 2 points au-dessus de la moyenne européenne. Oui, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a sur ce sujet effectivement des destructions d'emplois qui sont signalées, à la fois quand même des sujets au long cours. On parle de l'automobile, on parle de la sidérurgie, on parle de la grande distribution où c'est des modèles économiques qui sont en profonde transformation. C'est des erreurs de gestion chez Auchan. Non, ou des profondes transformations, que ce soit le modèle numérique sur la grande distribution, que ce soit la question de la voiture, la fin de la voiture thermique dans l'auto et tous les fournisseurs. Avec, pardon, vous interromps pour l'instant, mais il y a quand même un point commun évident, me semble-t-il, c'est que ce sont des emplois qui sont malheureusement bassement qualifiés, des gens qui ont peu de qualifications, de formation. Pas nécessairement. Quand vous regardez sur la question de l'industrie et quand vous discutez effectivement avec des dirigeants de grandes entreprises industrielles, ça concerne la question de la compétitivité sur l'ensemble des niveaux de qualification. Et pourquoi on a aujourd'hui ils sont très qualifiés, un coût du travail aujourd'hui supérieur, effectivement, c'est aussi parce que le travail finance une grande majorité de la protection sociale. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui ce problème en France de cet écart entre le super brut de l'employeur, le coût complet de chargé de l'employeur et puis le salaire net. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est ce qui explique que depuis 30 années, on a fait des allègements généraux justement pour exonérer vous allez revenir dessus partiellement, sur lesquels on va revenir dessus et on est revenu dessus cette nuit parce que ça reste extrêmement coûteux pour aujourd'hui les finances publiques. Ça coûte, voilà, vous avez 80 milliards alors, par an. Juste pour les gens, Madame Panosyan, qui n'étaient pas avec vous au Sénat cette nuit, parce que vous êtes travaillé très tard, il y a 3 milliards de charges supplémentaires pour les entreprises qui ont été décidées par le Sénat, mais ça reste marginal. Ça reste marginal, mais ça permet quand même, parce que ces exonérations de charges, c'est ce qui va moins pour l'assurance maladie ou les assurances retraite, sur lesquelles il y a aussi des équilibres à préserver, mais ça permet, dans les arbitrages qui ont été décidés au Sénat cette nuit, à la fois de ne pas toucher justement aux exonérations sur les bas salaires, parce que nous avons été très vigilants, notamment sur les secteurs de la propreté et des services à la personne, qu'ils ne seront pas impactés. Et par ailleurs, on termine la fin des exonérations, non pas à des salaires plus élevés qui étaient 3,5 fois le SMIC, mais 3 fois le SMIC. Donc on reste extrêmement vigilant, tout en disant qu'aujourd'hui, et ça a été aussi un des rapports de 2 économistes commandés par la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, il y a des sujets aussi de trappe à bas salaire. Voilà. Mais en même temps, ensuite sur un autre. Gabriel Attal, ancien Premier ministre, qui est de votre camp, ne veut pas entendre parler de ces suppressions d'allègements, arguant du fait que ça va augmenter le chômage. Je pense que ce qui a été décidé cette nuit
par le Sénat. C'est pour ça que nous avons donné un avis de sagesse sur la proposition sénatoriale. C'est de ne pas toucher aujourd'hui aux exonérations de charges sur le SMIC. Le SMIC est autour du SMIC. Et d'aller par contre chercher une baisse des exonérations sur les hauts salaires. Ça, il n'en veut sur pas. Les hauts salaires. Oui, mais il y a un certain nombre aussi d'économistes qui ont montré que l'impact sur l'emploi était moindre. Par contre, moi, je veux quand même dire quelque chose, parce que on arrive au bout de quelque chose qui s'est construit ces 30 dernières années, en raison effectivement de cet écart entre le salaire que vous percevez chaque mois à la fin, et puis le coût de l'employeur. On a fait des allègements de charges qui coûtent effectivement, comme vous l'avez dit, monsieur, 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, c'est 1,5 fois le budget du ministère de l'Éducation nationale. Et puis, pour stimuler aussi les salaires qui sont trop bas, effectivement, on a fait de la prime d'activité. Et on a construit des effets de seuil qui sont aujourd'hui plus tenables. Et quelques jours, Laurent Wauquiez apparaît aux 20h de TF1, il est invité évidemment, et il annonce, alors il est député, il n'est pas ministre, il annonce que l'ensemble des retraités, dont la revalorisation a été gelée a priori de janvier à juillet, allaient finalement bénéficier de la moitié de l'inflation revalorisation jusqu'au mois de juillet, puis ceux qui sont en dessous du SMIC, de la deuxième partie de revalorisation. Est-ce que, du coup, pardonnez-moi la formule, mais est-ce que vous confirmez l'annonce du député Wauquiez ? Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour la première fois depuis longtemps, on arrête de regarder les retraités comme un bloc homogène. Ouais. Les retraités sont à l'image de la société, ils sont à l'image du monde salarié, puisque beaucoup sont d'anciens salariés. C'est le produit, oui. Et donc, ce n'est pas un bloc homogène. Et donc, je pense que de commencer à faire des différenciations de revalorisation de pension en fonction des niveaux de vie des retraités, c'est une petite révolution copernicienne et c'est une bonne nouvelle parce que chacun doit à sa mesure aussi contribuer à l'effort, retraités compris, en fonction de ses possibilités, de ses capacités. Alors, on sait, il y a beaucoup de membres de l'ancienne majorité qui sont étranglés devant leur télévision en regardant Laurent Wauquiez, ancien opposant, pas numéro 1, mais un des grands opposants d'Emmanuel Macron, annoncer cette mesure. Est-ce que quelque part il n'y a pas du détournement d'annonce quand c'est Laurent Wauquiez? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les Français ont ressenti quand ils ont regardé cette annonce. Je pense qu'il faut qu'on se détourne un petit peu des accommodements ou des inquiétudes des uns et des autres du monde politique pour se dire ce pourquoi on est là. Et le sujet, c'est d'abord la trajectoire des finances publiques et comment est-ce qu'on fait à la fois participer tout le monde à l'effort en fonction de ses capacités. C'est ce qu'il faut retenir de cette proposition, au-delà des petites anecdotes politiques qui ne intéressent pas grand monde au-delà du monde politique. Mais quand vous parlez de cette trajectoire précisément budgétaire plus vertueuse que le Premier ministre est allé défendre à Bruxelles auprès de Mme von der Leyen, depuis son retour, il y a quand même un certain nombre de renoncements à un certain nombre d'engagements qui avaient été pris, soit côté dépenses, soit côté économie. On va appeler ça un dérabotage. Comment gérer ça et tenir cette promesse faite à Bruxelles? Je pense que ça fait partie des sujets de discussion qui sont sur la table aussi avec le Sénat, sur à la fois écouter les inquiétudes des collectivités locales, je pense en particulier aux départements qui font face à des augmentations quasiment automatiques de leurs dépenses sociales, notamment liées au vieillissement, au sujet de l'aide sociale à l'enfance. Et il faut faire attention à ce sujet. Et puis la discussion qui continue à s'ouvrir sur le PLFSS ou le PLF au Sénat sur des gains supplémentaires. En tout cas, il y a des discussions sur la table. Juste une toute petite question. On tourne autour du pot, mais pour financer le modèle social, améliorer les retraites, il faut travailler plus. Vous pensez qu'il faut sortir des 35 heures, oui ou non? Moi, je pense que le sujet aujourd'hui, monsieur, c'est la question des taux d'activité. C'est qu'en France, pourquoi est-ce qu'on travaille pas assez? En fait, on ne travaille pas assez parce qu'on n'a pas suffisamment de jeunes dans le monde du travail et on sort les seniors, qui est un vrai scandale français depuis des années, des décennies, plutôt sur le marché du travail. Le sujet, c'est augmenter le taux d'insertion des jeunes. On y travaille notamment avec cette révolution culturelle qui a été l'apprentissage. On pensait que c'était possible qu'en Suisse, en Allemagne... Ce ne sera pas pérennisé, si on va moduler les aides à l'apprentissage parce qu'on se rend compte que ça devient des niveaux élevés, mais ça va rester une vraie ambition nationale. Et sur les seniors, on n'a pas parlé encore de l'accord des
des partenaires sociaux sur les seniors, mais c'est une avancée qui va nous permettre de pouvoir sereinement continuer sur ce front. J'ai un tout dernier mot, s'il vous plaît. Vous avez travaillé tard cette nuit, vous avez l'air d'être tout à votre tâche. Vous avez combien de temps encore devant vous pour travailler? Parce que Marine Le Pen a dit ce matin que si le pouvoir d'achat des Français était légèrement impacté, il voterait la censure. Ce que nous explique Soisy Kemener, notre expert politique, et ce que dit tout le monde, c'est que c'est fini. Ils vont voter la censure avec la gauche et donc le gouvernement va sauter à Noël. Je pense que ce qui serait le pire pour le pouvoir d'achat des Français, comme pour les entreprises, comme pour la capacité des entreprises à se projeter, ce serait qu'il y ait tellement de tensions financières sur la dette française qu'on se retrouve dans une situation très difficile. Donc c'est-à-dire vous dites aux Français, changez pas de Parlement, changez pas de gouvernement et dites à vos députés de ne pas nous faire sauter? Non, je dis d'abord que la pire des choses qui puissent nous arriver, ce serait une crise financière. On a quand même aujourd'hui une trajectoire des finances publiques qui devient anormale par rapport aux autres pays européens. C'est ça le sujet, c'est ça la responsabilité qui nous incombe aujourd'hui. Merci beaucoup Madame la Ministre d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.